La découverte des dessins de Jean-Marie Delaperche en avril 2017 s'est accompagnée d'une recherche pour tout simplement comprendre qui était l'auteur de ces dessins. Le premier paradoxe était l'extrême qualité de ses œuvres, probablement parmi les plus belles de la période, montrait un artiste de tout premier rang, et le caractère totalement inconnu de cet artiste dont personne n'avait jamais entendu parler. Cette recherche s'est soldée par un échec total face aux archives dont il était absent. Absent en tout cas en tant qu'artiste. Et c'est donc un travail d'enquêteur qui a été nécessaire pour reconstituer, indice après indice, la carrière d'un artiste qui a construit sa carrière hors du champ officiel des salons et hors des commandes officielles de l'État. Le premier, et non des moindres, était une mention dans un livre publié à la fin du XIXe siècle, le journal de Castellane, jeune militaire partant en Russie en 1812 avec Napoléon, et qui raconte dans son journal en octobre 1812, arrivé à Moscou et enrôler le jeune Stanislas Laperche. Il précise, il a 15 ans et parle russe, polonais, allemand, il me servira d'interprète. Son père est un peintre français établi à Moscou. Il était dans l'intérieur de la Russie lors de notre entrée à Moscou. Sa femme y est restée avec 3 enfants, fort embarrassée pour les faire vivre. Je lui donne des secours, je procure une place de soldat à l'aîné dans le régiment de Fezensac, nommé dernièrement colonel de 4e de ligne. Leur oncle a été précepteur de Chabot. Voilà d'où vient ma connaissance de cette famille. Alors, cette mention moscovite dans le journal de Castellane trouvait un écho immédiat dans les dessins de Jean-Marie Delaperche, puisque sur les 91 feuilles, 4 portaient son nom et permettaient de savoir qu'il était l'auteur de tout cet ensemble, mais également certains mentionnaient la ville de Moscou, comme ce dessin qui, par exemple, précise Delaperche, Inuinit, Moscou, 1813. À partir de cette mention du journal, on comprenait dès lors que Jean-Marie Delaperche se trouvait au pire moment de l'histoire à Moscou en 1812, puisque quelques pages plus loin, on apprend que ses enfants sont morts en décembre à Vilnius dans la débâcle de la Grande Armée. Notamment, plusieurs feuilles expriment une forme de haine à l'égard de Napoléon que l'on comprend à la lueur des événements de 1812. Notamment ces 2 grands dessins, parmi les plus importants de l'ensemble, représentant l'un le 20 mars 1815, avec le retour d'exil de Napoléon, qui tente un putsch pour revenir à la tête de la France, et les 100 jours, la chute de Napoléon, qui, dans une grande lutte des forces du bien contre les forces du mal, évidemment Louis XVIII, représentant des Bourbons face à Napoléon, mal incarné, sont une sorte de grande fresque montrant la chute de celui qui est la cause, finalement, de tous ces malheurs, de la mort de ses 2 fils. Le revers, notamment, est particulièrement explicite, en racontant très largement toutes ses pensées et tout ce qu'il a voulu dire dans chacun des dessins, et qui montre que son œuvre est extrêmement autobiographique. Sa trace est apparue dans un livre publié en 1934 en Russie, des œuvres complètes de Dimitri Venevitinov. Et dans ces œuvres complètes figure un dessin de Jean-Marie Delaperche représentant la famille. Ce point de départ a permis de comprendre la place qu'a tenue la famille Venevitinov, cousine des Pouchkine, dont il a été précepteur à partir de 1815. Peut-être l'a-t-il été d'autres familles, néanmoins, cette trace est la seule qui permette de comprendre la vie qu'il a pu avoir en Russie. Le revers des dessins nous réservait évidemment des surprises et ont permis de comprendre certaines manières de penser de l'artiste, mais également l'intérieur des dessins a été mis à contribution pour comprendre les filigranes, permettre une datation plus fine des dessins. La restauratrice des arts graphiques du musée, Valérie Luquet, a étudié chaque dessin pour noter les filigranes et montrer que les papiers étaient des papiers anglais des années 1800 à 1810, parfois allant jusqu'à 1820. Ce dessin se distinguait de dessins plus tardifs réalisés en Russie, ce que confirme un filigrane de 1801. Néanmoins, comme l'artiste réutilise des papiers beaucoup plus tard, des fois nous avons des papiers de 1806 pour des dessins réalisés en 1815, il fallait quand même plus d'éléments, et ces éléments venaient du dos de cette feuille qui présente une mère avec sa fille et un garçon avec son père. Il s'avère que Jean-Marie Delaperche a une fille en 1800 qui meurt prématurément en mars 1802, et c'est bien cette scène à laquelle nous semblons assister au dos du dessin, tandis que son fils aîné a alors 7 ans. Durant ce temps, il manquait encore une peinture de Jean-Marie Delaperche, dont les rares mentions précisent qu'il est peintre de portraits. Jusqu'à la découverte de ce tableau, annoté au dos
Marie-Antoine Prosper Laperche, née à Caen le 31 juin 1798, peint par son père le 20 avril 1800. Il s'avérait bien être de Jean-Marie Laperche, mais montrait néanmoins une qualité assez faible qui se comprend dès lors que l'on regarde les repeints. Sous lampe UV, on réalise que la plupart du visage est repeint, ce que l'on voit par ces masses noires qui dénaturent à la fois les sourcils, le nez, les joues, mais également le contour des formes, le fond, les cheveux. Et finalement, Jean-Marie de Laperche n'est peut-être pas un si mauvais peintre de portrait que cela. Simplement, les tableaux sont bien souvent très abîmés, ce qu'a confirmé la suite de la recherche. La famille de Laperche, finalement, s'élargissait face à d'autres sources, en cherchant les occurrences de ce nom, Laperche, qui est le nom d'origine de la famille, qui ne devient de Laperche qu'en 1813, ont trouvé dans les archives de la maison de Champagne Ruinart la mention d'un voyageur de commerce vers 1801, 1802, 3, 4, un Constant de Laperche. Alors, il était assez improbable d'imaginer qu'il puisse s'agir du frère de Jean-Marie de Laperche, qui en effet s'appelle Constant, qui en effet naît en 1780 et semble devenir artiste à son tour. Et finalement, cette archive qui mentionne le nom de Laperche et montre dans ce registre des voyageurs de la maison Ruinart une activité assez prenante, là dans l'année 1803, trahit une petite incartade dans la carrière de Constant de Laperche, qui s'est essayé au commerce avant de finalement claquer la porte de la maison Ruinart pour se diriger vers les arts et travailler comme précepteur, comme le fera son frère un petit peu plus tard, pour la famille de Rohan-Chabot, ce qui finalement va être la clé de toute une recherche sur Constant de Laperche, qui s'est avéré être un artiste aussi important que Jean-Marie. Alors en 1804, Constant de Laperche quitte la maison Ruinart pour travailler pour les Rohan-Chabot, et c'est finalement tout simplement à La Roche-Guyon, où il a passé 20 ans comme précepteur des enfants du duc de Rohan, que se trouvaient des œuvres, jusqu'à présent à peine identifiées, et qui ont été le point de départ, là encore, de réattributions successives. Ces deux bas-reliefs se trouvaient dans la chapelle troglodyte du château de La Roche-Guyon et ont été commandés en 1815 par le jeune duc de Rohan, futur cardinal de Rohan, qui souhaite décorer cette chapelle troglodyte faite en mémoire de sa femme qui s'est éteinte en 1815. Et il commande naturellement à l'artiste de la famille 4 grands bas-reliefs dont la restauration vient de s'achever, et 2 ont pu être reconstitués dans cette exposition pour montrer la dimension cruciale qu'a Constant de Laperche dans la sculpture de son temps, en dépit d'une absence de signature. Alors, faute de trouver des archives qui permettent de reconstituer la carrière de Jean-Marie de Laperche, il a donc fallu se tourner vers un autre type de document pour reconstituer simplement la vie de cette famille et comprendre dans quel cadre elle se développe. Et c'est donc vers des archives notariales, historiques, que nous nous sommes tournés avec l'aide d'une archiviste paléographe, Anne-Véronique Rénal, qui a reconstitué la généalogie de la famille pour comprendre son ancrage, son évolution dans la vie orléanaise, parisienne, rémoise, jusqu'à la mort des artistes, et comprendre dans quel milieu ils ont évolué. Grâce au registre d'état civil, je remonte jusque dans les années 1630, 1620, où on constate qu'il y a une famille Laperche, dont le patriarche s'appelle Marin, la mère est Antoinette Dumont, et qui est installée dans une des paroisses anciennes d'Orléans, la paroisse Saint-Hilaire. Pendant 3 générations au moins, ils sont marqués marchands auprès de la porte Renard, marchands fripiers. Ils sont bien établis dans le milieu commerçant et bourgeois d'Orléans pendant tout le XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle. Ils s'appellent Laperche, sauf 2 actes où on trouve mentionné de Laperche, sans doute par erreur de la part du prêtre qui a transcrit l'acte. Et ce qui est très important, c'est que c'est le père dans l'acte de baptême du père de Jean-Marie qu'on trouve cette mention, notamment de Laperche, qui sera réutilisée après pour la famille. Jean-Baptiste épousera Marguerite-Thérèse Le Prince, qui est originaire à la fois de Reims et d'Orléans. Ils s'installent à Paris, où leur 2e fils va naître en 1780. Et nous n'avons
aucune source qui nous permette de dire que ni Marguerite Thérèse Le Prince de la Perche, ni Jean-Marie, ni Constant ne sont revenus à Orléans par la suite. Les planètes semblent s'être alignées dans cette recherche sur les de la Perche avec la réapparition l'an dernier de ce portrait de Thérèse la Perche, qui s'appelle encore Thérèse Le Prince, en 1767, à noter, ce qui a permis de comprendre l'œuvre que nous avions face à nous, et qui a offert un premier autoportrait de l'artiste. Elle vit alors à Orléans et se montre très influencée par Jean-Baptiste Perronneau, grand portraitiste, meilleur ami de Aignan Thomas Desfriches, qui est voisin de Thérèse la Perche et qui va sans doute jouer un rôle de mentor en lui faisant découvrir cet artiste phare français. Alors cette lettre de Cochin à Aignan Thomas Desfriches, qui est alors le grand collectionneur orléanais, montre bien les liens que peut entretenir la jeune Thérèse Le Prince avec ce grand collectionneur. Nous avons ici une dame d'Orléans, peintresse, que vous connaissez, c'est Madame La Perche. Elle a du talent et une ardeur singulière pour se perfectionner. Il y a espoir qu'elle portera son talent encore plus loin. Parmi les découvertes importantes qui ont permis de comprendre qui était Thérèse La Perche et quelle ambition l'animait, figurent ses conseils, gardés, conservés dans la famille précieusement, qu'elle envoie à son fils Jean-Marie dans les années 1780 pour lui expliquer comment faire un portrait. Elle vient de passer 2 mois chez Greuze, qui est un peintre de l'Académie. On lit dans ce document toute l'ambition de Thérèse La Perche pour elle-même, mais également pour ses enfants, puisqu'elle invite son fils Jean-Marie, qu'elle espère voir percer dans la carrière artistique, à relire incessamment ces lignes pour toucher la nature. Toutes les fois que vous commencerez un tableau, ne manquez pas de lire votre lettre avec attention. Elle vous dira à peu près ce que je vous dirai moi-même. Oui, monsieur, j'ai toujours désiré votre avancement dans la peinture, et c'est pour votre propre satisfaction. Aussi, je vous assure que rien ne me ferait plus plaisir que de savoir quelque jour que mes conseils ne vous ont pas été tout à fait inutiles. Alors cette ambition qu'elle a pour ses enfants, hélas, ne comporte que peu d'écho dans les archives trouvées de Jean-Marie. En revanche, pour son frère Constant, la famille conserve toujours 2 précieux documents. D'une part, une attestation de cours qui montre qu'en 1799, Constant s'inscrit à l'École des Beaux-Arts, avec évidemment comme objectif de passer un jour le Grand Prix de Rome, ce qu'il fera en 1801. Et puis, d'un autre côté, un laissez-passer pour aller copier à Versailles, qui est à l'époque le musée de la peinture française, qu'il va copier pour se former au grand genre et devenir à son tour un grand artiste. Alors, malheureusement pour Jean-Marie, nous ne disposons pas de tels documents. En revanche, les dessins sont eux-mêmes le meilleur témoignage de la place qu'a pu avoir la copie, ou en tout cas la fréquentation du salon, dès son installation à Paris en 1778. Donc la famille s'installe dans la capitale pour favoriser sans doute la carrière de Thérèse, et Jean-Marie devient à ce moment-là l'élève de sa mère et va la suivre dans son évolution artistique. Plusieurs dessins montrent justement la place que peut occuper le néoclassicisme des années 1780, qu'il découvre à Paris lorsqu'il étudie dans son œuvre. Alors il est à ce moment-là élève de David, ce que les archives ne prouvent pas. En revanche, lui-même l'atteste à plusieurs reprises, et si on ne retrouve pas David dans ses dessins, en revanche, on y reconnaît bien Lagrené, Vincent, qui sont alors les grands peintres à la mode, qu'il a vus, qu'il a étudiés et dont il se souvient lorsqu'il réalise ses dessins bien plus tard en Russie, vers 1815-1820. Se rendre en Russie n'est pas une mince affaire en 1804-1805, et si on sait d'un côté qu'il est installé en 1805, finalement, la meilleure source, la meilleure archive qui se présente à nous, c'est ce dessin qui montre sans doute l'artiste et sa famille embarqués sur un bateau peu confortable pour un long trajet, et qui est sans doute le dessin le plus autobiographique de l'ensemble, en tout cas mettant en scène l'artiste et sa famille. Alors, on comprend par ce biais que le voyage ne s'est pas fait par voie de terre, mais par voie de mer, ce qui s'explique sans doute par l'installation en Normandie de l'artiste. Il vit alors à Caen. Il y voit l'opportunité, lui qui cherche à installer sa famille dans une campagne saine et économique, d'aller justement dans un pays qui sera plus confortable et lui-même bénéficier de commandes de l'aristocratie russe qui, à ce moment-là, est férue d'art français.
Toutes les feuilles du fond d'Orléans sont finalement le meilleur témoignage que l'on ait sur ce qu'est la culture de Jean-Marie de la Perche, culture qui s'avère être particulièrement savante, avec des annotations parfois en latin et un goût marqué pour les sujets rares, issus à la fois de l'histoire antique, parfois de la mythologie, souvent de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la littérature de manière plus large, qui viennent nourrir un discours qui semble être pédagogique. Alors évidemment, sa place de précepteur auprès des Vénéviti neufs, à minima, peut justifier cette dimension pédagogique, mais on la retrouve dans un portrait qui vient d'être révélé, où on voit l'artiste non pas en artisan, mais plume à la main, avec évidemment un pinceau, un compas et surtout des livres, dont une encyclopédie, qui montre son goût pour les sujets rares qu'il va chercher dans les livres et qui construisent son iconographie. Alors, cette culture, il la partage également avec Constant, son frère, qui en 1804 devient précepteur des enfants de Rohan-Chabot, ce qui laisse entendre aussi la culture qui est la sienne et sa capacité à enseigner à une des principales familles françaises. Alors Constant de la Perche, le voici, en train de réaliser son autoportrait pour sa future femme, qui va ancrer la famille à La Roche-Guyon, puisque sa future femme n'est autre que la fille du maire de La Roche-Guyon. Ces années chez les Rohan-Chabot vont lui permettre de développer son art. Contrairement à Jean-Marie qui, lui, va travailler surtout dans l'ombre, Constant va travailler, lui, pour ses protecteurs et trouver cet équilibre qu'il cherchait en étant précepteur, mais surtout artiste de toute la famille de Rohan-Chabot, des familles cousines également, et des amis comme la duchesse de Berry, qui va souvent faire appel à ses talents de décorateur, de peintre, de sculpteur. Alors à La Roche-Guyon, justement, il va côtoyer tous les amis des Rohan-Chabot, mais aussi ceux qui viennent pour différentes raisons dans cette ville de villégiature, très prisée à l'époque, et notamment Noël, qui est un ami de Chateaubriand, et qui va lui commander plusieurs portraits. Ce portrait a été un des indices de l'enquête, puisqu'il est conservé aujourd'hui au château de Versailles, sans signature naturellement, mais comportait au dos une étiquette mentionnant qu'il s'agissait d'un tableau réalisé par Constant de la Perche. Cette attribution était difficile à étayer, faute de connaître d'autres tableaux de Constant, et par chance, une lettre se trouvant dans la famille mentionne ce tableau, Noël, de portraits. On voit dans ce qu'il nomme « ouvrage fait depuis que je suis chez M. de Rohan » une liste non pas exhaustive, mais très complète, de tous les travaux qui lui ont été confiés, des portraits, des tableaux de décoration pour des églises, des grands tableaux d'églises, mais également des sculptures comme ceux de la chapelle de La Roche-Guyon, qui peuvent lui être désormais attribués avec certitude, ou ceux de l'église Saint-Roch à Paris. Grâce à cette liste, on comprend que la carrière de la Perche ne doit pas être cherchée dans les archives officielles, dans les grandes commandes de l'État, mais bien dans un autre réseau qui se met en place à l'époque, et eux-mêmes expliquent comment la carrière d'artiste, finalement, dans ce début du XIXe siècle, n'est plus du tout aussi simple que par le passé. Si on s'en tient aux sources, les de la Perche n'ont que peu de succès au salon. Le premier envoi en 1824, pour l'un comme pour l'autre, Jean-Marie vient de rentrer de Russie, il veut trouver une clientèle parisienne, va se solder par un échec puisque les tableaux sont en grande partie refusés. On peut de fait aisément croire que ce sont des artistes très secondaires, peut-être médiocres même, jusqu'à la découverte de ce portrait qui représente les enfants de Constant de la Perche et qui s'avère avoir été un des tableaux refusés en 1824, portrait de 3 enfants, qui pourtant montre toutes les qualités qui peuvent être attendues chez un portraitiste de l'époque et qui souligne que sans doute le rejet des de la Perche de la scène officielle est lié non pas à leur peinture, mais plutôt à une inimitié qui a peut-être suscité l'appui très prononcé des Rohan-Chabot pour les soutenir. Alors c'est aussi en dehors de Paris que cette histoire continue de s'écrire. Jean-Marie le dit à son frère dans une lettre « Je souhaite partir vers Nantes, vers Rennes et travailler dans d'autres villes, trouver finalement un climat une fois de plus propice à la création, à la paix, à la réflexion, ce qui finalement n'aboutira jamais. Il va errer de ville en ville que nous suivons à travers des lettres retrouvées dans la famille. En 1830, il est à Saint-Malo, mais également à travers des petites annonces comme le faisait sa mère,
En 1835, il est à Limoges et en 1839, il est au Mans. Et finalement, ce portraitiste, qui a sans doute eu une carrière très prolifique comme son frère, s'adressant à une clientèle très variée, est aujourd'hui dans l'ombre faute d'avoir laissé une signature. Ce portrait de son fils montre tout son talent. Réalisé vers 1830, il contredit ce que Jean-Marie dit de lui-même, qu'il est un peintre de figures, mais pas de décor, qu'il était incapable de faire un costume. Il est évidemment bien cruel avec lui-même. Pour pouvoir attribuer à l'avenir des œuvres, peu d'exemples de comparaison s'offrent à nous. Et c'est peut-être ce tableau, aujourd'hui au musée de l'Armée, représentant Prosper, le dernier fils de Jean-Marie de la Perche, que nous devrons nous appuyer, puisqu'il est, à l'heure actuelle, le seul tableau en bon état de toute la production qui fut pourtant dense de Constant et Jean-Marie de la Perche.